Un lion sauvage surgit, nageant en haute mer, laissant les marins complètement paralysés. Quand ils aperçurent l'animal blessé et épuisé, ils prirent une décision qui changerait leur vie à jamais. Une histoire de courage, de compassion et de mystère qui révèle un réseau de crimes contre la faune sauvage. Préparez-vous à être ému par cet incroyable voyage de sauvetage et de rédemption. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et dites-nous d'où vous regardez. Que feriez-vous si, en ouvrant votre fenêtre un matin ordinaire, vous trouviez un monde complètement différent? C'est ce qui arriva à Madame Thérèse, une dame de 78 ans qui n'aurait jamais imaginé que sa vie tranquille serait transformée par le battement de petites ailes. Certaines décisions, même les plus simples, ont le pouvoir de changer non seulement notre destin, mais aussi celui de créatures entières qui dépendent de notre compassion. Le soleil se levait paresseusement sur le petit quartier du quartier des Lilas. Ses rayons dorés glissaient sur les toits, illuminant des jardins modestes et des rues encore endormies. C'était une aube comme tant d'autres dans cette communauté paisible, où le temps semblait s'écouler plus lentement qu'ailleurs dans le monde. Au bout de la rue principale, presque cachée par un vieil flamboyant, se trouvait la maison de Madame Thérèse. Les voisins la connaissaient bien ou croyaient la connaître. Pour eux, c'était juste la dame veuve qui vivait seule depuis près de 2 décennies, depuis que son mari, Antoine, était parti après un infarctus foudroyant. Discrète et réservée, elle saluait tout le monde avec un sourire contenu, mais s'attardait rarement en conversation. Ce que personne ne savait, c'est que derrière ses yeux marrons délavés par le temps, existait une femme qui portait non seulement des souvenirs, mais aussi un secret qui transformerait la vie de tous ceux qui l'entouraient. Ce matin spécifique de septembre, Madame Thérèse se réveilla avec un étrange pressentiment. Quelque chose dans sa poitrine lui disait que ce jour serait différent. Ignorant l'arthrite qui rendait ses premiers mouvements de la journée douloureux, elle se leva avec précaution et marcha jusqu'à la fenêtre du salon, comme elle le faisait religieusement chaque matin. Le rituel était toujours le même. Ouvrir les rideaux de dentelle qu'elle avait elle-même fait, désactiver l'alarme simple installée par son petit-fils et enfin déverrouiller les volets en bois peint en bleu ciel. Le monde semble différent quand on a le temps de l'observer, se disait-elle souvent tandis qu'elle contemplait le jardin. Et ce jour-là, le monde était vraiment différent. Là, tombé sous le jaboticaba, se trouvait un jeune toucan. Ses plumes n'avaient pas encore la vivacité caractéristique de l'espèce, et son énorme bec semblait disproportionné par rapport à son petit corps tremblant. Thérèse se figea. En près de 80 ans de vie, jamais elle n'avait vu un toucan d'aussi près, encore moins dans son propre jardin. Cette région avait été l'habitat naturel de ces oiseaux des décennies auparavant, mais l'avancée implacable de l'urbanisation les avait repoussés loin, transformant leur présence en quelque chose de quasi mythologique pour les habitants. Plus jeune, le cœur de Thérèse s'accéléra. Ses pensées tourbillonnaient. Que faire? Appeler quelqu'un? Qui? Le service de contrôle animalier? La police de l'environnement? Tandis que l'indécision la paralysait, elle remarqua que le petit animal tentait sans succès de battre des ailes. Une de ses pattes semblait blessée et une tache sombre, du sang, était visible sur ses plumes du côté droit. Sans hésiter, Thérèse fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle agit par impulsion. Ignorant complètement l'alarme mentale qui sonnait dans sa tête, cette même alarme qui la faisait vérifier 3 fois si le gaz était coupé et fermer la porte à double tour, elle prit une boîte à chaussures vide, la tapissa rapidement d'un linge propre et sortit dans le jardin. L'air du matin était frais, chargé du parfum des fleurs qu'elle cultivait avec tant de soin. Thérèse s'approcha lentement du jeune oiseau, lui murmurant des mots de réconfort, comme elle le faisait avec ses propres enfants quand ils étaient petits. « Calme-toi, petit, je ne vais pas te faire de mal, je suis là pour t'aider. » Ses mains, marquées par le temps et le travail, tremblaient légèrement quand elles touchèrent les plumes du toucan. L'animal, effrayé, tenta de s'enfuir, mais était trop faible. Avec une délicatesse surprenante pour quelqu'un de son âge, Thérèse le recueillit et le plaça dans la boîte improvisée. Elle sentit le cœur de l'oiseau battre frénétiquement contre ses doigts. Une vie si fragile, si désespérée de survivre. De retour à la sécurité de sa cuisine, Thérèse posa la boîte sur la table
et observa le jeune oiseau avec un mélange d'inquiétude et de fascination. Que faire maintenant? Dans sa jeunesse, elle avait aidé son père à soigner des animaux blessés dans la petite propriété rurale où elle avait grandi. Mais c'était il y a plus de 60 ans. Les souvenirs semblaient lointains, flous par le temps, comme de vieilles photographies conservées trop longtemps. D'abord, vérifier les blessures, murmura-t-elle pour elle-même, organisant ses pensées à voix haute, comme elle le faisait quand elle était seule. Avec des mains douces, elle examina le petit toucan. La blessure à l'aile ne semblait pas profonde, mais il y avait une coupure à la patte qui nécessitait de l'attention. L'oiseau l'observait avec des yeux écarquillés, mêlant peur et ce que Thérèse imagina être une demande silencieuse, d'aide. Avec de l'eau tiède et un peu d'antiseptique dilué qu'elle gardait dans sa boîte de premier secours, elle nettoya soigneusement les blessures. Elle improvisa une petite attelle pour la patte avec des brochettes en bois et du sparadrap, une technique qu'elle avait apprise des décennies auparavant. Pendant tout le processus, elle parlait doucement au jeune oiseau, lui racontant des histoires sur le quartier, sur comment tout était différent avant l'arrivée des grandes entreprises de construction, quand cette zone était encore entourée d'un petit bois. « Sais-tu, petit, tes ancêtres régnaient ici », dit-elle avec un soupir nostalgique. C'était beau à voir, les bandes traversant le ciel au crépuscule. Les gens arrêtaient ce qu'ils faisaient, juste pour admirer. Elle parlait comme si le toucan pouvait comprendre chaque mot, comme s'il partageait non seulement ce moment, mais aussi la perte d'un monde qui n'existait plus. Quand elle eut terminé le pansement improvisé, elle lui offrit de l'eau avec un compte-gouttes qu'elle gardait depuis l'époque où elle médicamentait son mari. Le jeune oiseau, d'abord réticent, finit par boire quelques gouttes. Thérèse sentit une vague de soulagement et quelque chose de plus, un genre de joie qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. C'était comme si cette créature avait ramené un morceau du passé, un fragment d'une époque où la vie semblait plus simple, plus connectée à la nature. Ce fut seulement quand le téléphone sonna que Thérèse réalisa combien de temps s'était écoulé. C'était sa fille, Sophie, qui appelait pour le contrôle matinal habituel. Thérèse hésita. Devait-elle raconter pour le toucan? Sophie avait toujours été trop pratique, trop réaliste. Elle insisterait probablement pour qu'elle remette l'animal aux autorités immédiatement. Non qu'elle eût tort, Thérèse savait qu'il faudrait éventuellement le faire, mais pas maintenant. Pas quand le jeune oiseau était si fragile, si effrayé. « Je vais bien, ma fille », répondit-elle aux questions de routine. « Oui, j'ai pris mes médicaments. Non, je n'ai pas besoin que tu viennes aujourd'hui. J'ai tout ce qu'il me faut. » Pour la première fois depuis des années, Thérèse mentit. À sa fille. Une petite omission, pensa-t-elle, juste jusqu'à ce qu'elle sache quoi faire avec son nouvel hôte. Après avoir raccroché, elle retourna observer le jeune oiseau, qui semblait plus calme. Une idée commença à germer dans son esprit. Elle marcha jusqu'à l'étagère où elle gardait ses vieux livres. Héritage d'une époque où il n'y avait pas Internet pour répondre à toutes les questions. Parmi eux, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un manuel d'ornithologie qui avait appartenu à Antoine, son mari, qui nourrissait une passion secrète pour l'observation des oiseaux. Les pages jaunies contenaient des informations précieuses sur les toucans et d'autres espèces natives. Thérèse ajusta ses lunettes et plongea dans la lecture, absorbant tout ce qu'elle pouvait sur les habitudes alimentaires, le comportement et les soins. Frugivores, lut-elle à voix haute. Ils se nourrissent principalement de fruits, mais peuvent aussi consommer de petits insectes et des lézards. Un plan commença à se dessiner. Thérèse avait un jaboticaba chargé dans le jardin, ainsi que quelques autres arbres fruitiers. Elle pourrait nourrir le toucan jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour être relâché, ou remis aux spécialistes si nécessaire. Mais combien de temps cela prendrait-il? Des jours? Des semaines? Et comment cacherait-elle un toucan, surtout quand il grandirait? Elle regarda le jeune oiseau qui dormait maintenant dans la boîte improvisée. Il y avait quelque chose dans cette scène qui toucha profondément son cœur. C'était comme si, d'une manière inexplicable, cette rencontre avait été prédestinée. Comme si, après des années passées à vivre dans la routine sécurisante qu'elle s'était construite après la mort de son mari, quelque chose, ou quelqu'un, avait décidé qu'il était temps pour Thérèse de recommencer à prendre des risques, de recommencer à sentir,
Je vais t'appeler Antoine, décida-t-elle, avec un nœud dans la gorge. Mon mari aurait adoré te connaître. Les jours suivants, établirent une nouvelle routine pour Thérèse. Elle se levait plus tôt, soignait les blessures du toucan, le nourrissait de fruits coupés en morceaux minuscules et, pendant son temps libre, lisait et relisait le manuel d'ornithologie, prenant des notes dans un petit carnet comme une étudiante appliquée. À sa surprise et à sa joie, le jeune oiseau répondait bien aux soins. La blessure à l'aile cicatrisait graduellement, et il commençait à se mouvoir avec plus d'aisance à l'intérieur de la boîte, que Thérèse avait remplacée par une cage plus grande, trouvée à la cave. 2 semaines s'écoulèrent dans cette nouvelle dynamique. Thérèse, qui auparavant sortait rarement de chez elle, faisait maintenant des visites fréquentes au marché local à la recherche de fruits variés pour son protégé. Les voisins remarquèrent le changement. La dame réservée conversait maintenant animément avec la marchande de fruits sur les qualités nutritives de différents fruits, demandait au pharmacien des informations sur les vitamines pour oiseaux, juste par curiosité, expliquait-elle, et même souriait plus fréquemment. Marie-Claire, voisine mitoyenne et la personne la plus curieuse du quartier, ne tarda pas à remarquer les nouvelles habitudes. « Thérèse est différente », commenta-t-elle avec d'autres dames pendant le thé de l'après-midi qu'elles organisaient mensuellement. « Hier, je l'ai vue dans le jardin, parlant seule. Elle semblait heureuse. » Les spéculations ne tardèrent pas à surgir. Thérèse aurait-elle un amoureux secret? Aurait-elle gagné à la loterie? Serait-elle en train de devenir sénile? Personne n'imaginait que, derrière ces murs bleu ciel, une improbable amitié fleurissait entre une dame âgée et un jeune toucan. Ce fut la 3e semaine que l'inattendu arriva. Thérèse était dans la cuisine, préparant le mélange de fruits pour Antoine, quand elle entendit un bruit venant de la chambre où elle gardait la cage. Elle courut aussi vite que ses jambes le lui permettaient, craignant que quelque chose ne soit arrivé. En ouvrant la porte, elle ne crut pas ce qu'elle vit. Antoine n'était plus seul. Posé sur le rebord de la fenêtre ouverte, il y avait un autre toucan, un adulte, avec un plumage vibrant et un bec majestueux. Thérèse retint sa respiration. Le toucan adulte l'observait avec une intensité déconcertante, comme s'il évaluait ses intentions. À l'intérieur de la cage, Antoine piaillait excité, battant ses ailes encore pas totalement rétablies contre les barreaux. « Mon Dieu !» murmura Thérèse, immobile. Comment ce toucan avait-il trouvé sa maison? Était-ce une coïncidence extraordinaire ou quelque chose de plus? Elle se souvint d'avoir lu sur le fort lien familial entre les toucans. Était-il possible que ce fût le père ou la mère d'Antoine qui avait d'une manière ou d'une autre retrouvé la trace du jeune oiseau jusqu'ici? Le toucan adulte resta immobile pendant quelques minutes, observant simplement. Thérèse non plus ne bougea pas, craignant de l'effaroucher. Finalement, le visiteur laissa échapper un cri, aigu et sans voix, disparaissant dans le ciel bleu. Thérèse courut à la fenêtre, essayant de suivre sa trajectoire, mais il avait déjà disparu parmi les cimes des arbres lointaines. Pendant toute la journée, Thérèse resta inquiète. Que signifiait cette visite? Était-ce un bon signe? Elle consulta à nouveau le manuel d'ornithologie, cherchant des réponses, mais les pages jaunies ne contenaient pas d'informations sur ce type de comportement spécifique. Le soir, avant de dormir, elle s'assit à côté de la cage d'Antoine et partagea ses théories. Peut-être que c'était ta mère venue vérifier si tu allais bien, spécula-t-elle, observant le jeune oiseau qui dormait maintenant tranquillement. Ou peut-être n'est-ce qu'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, tu n'es plus seul au monde, petit. Et moi non plus. Le lendemain matin, en ouvrant la fenêtre de la chambre, Thérèse fut accueillie par une vision qui la laissa sans souffle. Ce n'était pas seulement un toucan adulte sur le rebord. Ils étaient 3. Côte à côte, comme des sentinelles silencieuses, ils observaient la cage où Antoine gazouillait excité. Thérèse porta les mains à sa bouche, essayant de contenir l'émotion. C'était comme si elle était témoin de quelque chose de sacré, des retrouvailles familiales qui transcendaient la compréhension humaine. Se mouvant lentement, elle s'approcha de la cage. Les toucans adultes s'agitèrent, mais ne s'envolèrent pas. Avec des mains tremblantes, Thérèse ouvrit la petite porte de la cage. « Va », murmura-t-elle à Antoine. « Ta famille est venue te chercher. » Le jeune oiseau hésita, regardant alternativement Thérèse et les visiteurs sur le rebord.
Pendant un moment douloureux, Thérèse pensa qu'il préférerait peut-être rester, ce qui serait à la fois émouvant et problématique. Mais alors, d'un mouvement décidé, Antoine sauta de la cage, sur le rebord, rejoignant les autres toucans. Il y eut une petite confusion de cris et de mouvements, comme s'ils communiquaient dans un langage que Thérèse ne comprendrait jamais complètement. Et alors, aussi subitement qu'ils étaient apparus, les 4 toucans prirent leur envol ensemble, disparaissant à l'horizon. Thérèse resta à la fenêtre pendant longtemps, les larmes coulant silencieusement sur son visage ridé. C'était un mélange de joie pour le succès du sauvetage et de tristesse pour le départ. En seulement 3 semaines, ce petit être emplumé avait rempli un vide dans sa vie dont elle ne savait même pas l'existence. Cette nuit-là, Thérèse eut du mal à dormir. La maison semblait étrangement vide sans la présence d'Antoine. Elle se tourna et se retourna dans son lit, se remémorant les moments partagés, se demandant si elle avait fait la bonne chose en le laissant partir, et s'il n'était pas complètement rétabli, et si les autres toucans n'étaient pas vraiment sa famille, mais des étrangers qui pourraient le rejeter. Elle fut réveillée de ses pensées agitées par un son sur le toit, un bruit de pas léger, comme si quelque chose de petit se déplaçait là-haut. Thérèse s'assit dans son lit, alerte. Des rats? Non, le son était différent, plus rythmé, plus intentionnel. Poussée par la curiosité, elle se leva et alla jusqu'à la fenêtre du salon, d'où elle pouvait voir une partie du toit. La pleine lune éclairait la scène comme un projecteur naturel. Ce qu'elle vit fit son cœur s'emballer. Des dizaines de toucans étaient posés sur le toit de sa maison et sur les branches de l'arbre le plus proche. Un spectacle surréaliste, comme une peinture vivante qui défiait la logique du quartier urbanisé. « Impossible », murmura-t-elle, se frottant les yeux. Mais la vision demeura. Les toucans étaient vraiment là, certains s'installant comme s'ils avaient l'intention de passer la nuit, d'autres apparemment montant la garde. Thérèse reconnut Antoine parmi eux, ou crut le reconnaître, car à distance et dans la pénombre, il était difficile d'être certaine. Le phénomène se répéta la nuit suivante, et l'autre, et celle d'après. Le toit de Thérèse devint un dortoir improvisé pour une population croissante de toucans. Pendant la journée, ils disparaissaient, probablement à la recherche de nourriture dans les zones plus éloignées où existaient encore des fragments de forêt. Mais au crépuscule, ils revenaient, transformant la modeste maison en l'épicentre d'un événement extraordinaire. Il ne fallut pas longtemps pour que les voisins le remarquent. Le quartier paisible n'avait jamais rien vu de semblable. Percybythe, habitants sortaient dans les rues au crépuscule pour observer l'arrivée des toucans, créant un événement presque touristique. Des enfants pointaient excités. Des adultes filmaient avec leur téléphone portable. Des personnes âgées commentaient entre elles comment la nature trouvait parfois des moyens surprenants de résister à l'avancée urbaine. Thérèse, qui auparavant n'était que la veuve discrète du bout de la rue, se retrouva soudainement au centre de l'attention. Des journalistes du journal local apparurent à sa porte, voulant savoir comment elle avait attiré les toucans. Des écologistes lui rendaient visite, fascinés par le phénomène. La mairie envoya des techniciens pour évaluer la situation. Entre tant de visites et de questions, Thérèse garda le secret d'Antoine. Quelque chose lui disait que révéler l'histoire complète pourrait apporter des problèmes, pour elle et potentiellement pour les toucans eux-mêmes. Alors, elle répondait avec des demi-vérités. « J'ai toujours aimé les plantes qui attirent les oiseaux » ou « Mon jardin a beaucoup d'arbres fruitiers ». Et quand les gens insistaient pour savoir pourquoi spécifiquement sa maison, elle haussait les épaules et disait « Peut-être qu'ils se sentent simplement les bienvenus ici ». Malgré la soudaine renommée, Thérèse commença à remarquer un problème croissant. La présence des toucans ne plaisait pas à tout le monde. Le voisin d'à côté, un homme d'affaires intolérant à toute altération de sa routine, commença à se plaindre du bruit à l'aube. L'administratrice de copropriété de la résidence, qui s'était récemment établie aux alentours, exprimait des préoccupations concernant l'hygiène et la santé publique, mentionnant casualement la possibilité de saisir la mairie pour résoudre le problème des oiseaux. Lors d'une réunion de quartier tendue, Thérèse réalisa la dimension du conflit qui se formait. D'un côté, des habitants enchantés par le retour de la vie sauvage,
beaucoup d'entre eux âgés qui, comme elle, se souvenaient d'une époque où les toucans étaient communs dans la région. De l'autre, de nouveaux résidents et hommes d'affaires préoccupés par leur propriété et par l'image civilisée qu'ils souhaitaient pour le quartier. « Ce ne sont que des oiseaux », argumenta Thérèse, quand elle put enfin se faire entendre dans la discussion animée. « Elles étaient ici bien avant chacun de nous. C'est nous qui avons envahi leur territoire, pas l'inverse. » Ces mots provoquèrent un bref silence dans la pièce, puis les voix explosèrent à nouveau, certaines en soutien, d'autres en opposition. Thérèse rentra chez elle épuisée, avec la sensation inconfortable que quelque chose de mauvais allait arriver. Cette nuit-là, en observant les toucans s'installer sur le toit, elle leur fit une promesse silencieuse. « Je vous protégerai. D'une manière ou d'une autre, je trouverai un moyen. » Le lendemain matin, une nouvelle alarmante parcourut le quartier. La mairie avait approuvé un projet pour la construction d'un nouveau centre commercial dans la zone, ce qui exigerait l'abattage du petit bois restant à proximité, le même bois que Thérèse soupçonnait être le refuge diurne des toucans. L'approbation, qui était survenue de manière étonnamment rapide, coïncidait avec les plaintes concernant les oiseaux. « Ce n'est pas une coïncidence », commenta Madame Françoise, l'une des rares amies que Thérèse gardait encore dans le quartier. « On dit que Robert, ce voisin grincheux, a des contacts à la mairie. Et cette administratrice de copropriété pompeuse de la nouvelle résidence, son mari est associé de l'entreprise de construction qui va ériger le centre commercial. » Thérèse sentit son sang se glacer. C'était pire qu'elle ne l'imaginait. Il ne s'agissait pas seulement de personnes dérangées par les toucans. Il y avait des intérêts financiers bien plus importants en jeu. Le retour des oiseaux menaçait des plans qui étaient probablement en gestation depuis des années, des contrats millionnaires et des accords politiques obscurs. Cet après-midi-là, Thérèse fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des décennies. Elle convoqua une réunion chez elle. Elle invita tous les voisins qui avaient montré de la sympathie pour les toucans, ainsi que quelques écologistes locaux qui lui avaient rendu visite les jours précédents. À sa surprise, plus de 20 personnes vinrent, se serrant dans son petit salon. « La situation est plus grave que nous ne le pensions », commença-t-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Ils ne veulent pas seulement se débarrasser des toucans. Ils veulent détruire le dernier morceau de forêt qui reste, le seul endroit où ils peuvent trouver de la nourriture pendant la journée. » Parmi les présents se trouvait Thomas, un jeune biologiste qui avait récemment commencé à étudier le phénomène des toucans. « Madame Thérèse a raison », affirma-t-il, montrant des photographies sur sa tablette. « Nous avons identifié au moins 40 toucans utilisant son toit comme dortoir. C'est le plus grand groupe de cette espèce enregistré dans la région métropolitaine en plus de 30 ans. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Ils ne sont revenus que maintenant. Quelque chose les a ramenés après des décennies d'absence. » Thérèse détourna le regard, sentant le poids du secret d'Antoine. Elle savait exactement ce qui, ou plutôt qui, avait ramené les toucans. Mais cette histoire resterait gardée dans son cœur. La réunion produisit un plan d'action. Thomas et d'autres spécialistes fourniraient des rapports techniques sur l'importance écologique du bois et des toucans. Certains habitants plus jeunes organiseraient des manifestations et des campagnes sur les réseaux sociaux. Madame Françoise, qui avait un neveu journaliste, assurerait la couverture médiatique. Et Thérèse, eh bien, elle accepta de devenir le symbole de la résistance, l'improvisée gardienne des toucans, comme quelqu'un le suggéra. Dans les jours qui suivirent, la petite maison bleu ciel se transforma en quartier général, d'un mouvement qui croissait rapidement. L'histoire des toucans qui étaient revenus après des décennies et de la dame âgée qui les avait accueillis captura l'imagination du public. Des reportages apparurent d'abord dans les journaux locaux, puis dans les régionaux, et finalement dans les médias nationaux. Des mèmes et des vidéos des toucans se posant sur le toit de Thérèse devinrent viraux sur les réseaux sociaux. L'entreprise de construction et ses alliés politiques, qui espéraient une approbation discrète et une exécution rapide du projet, se retrouvèrent soudainement sous les feux des projecteurs de l'opinion publique. Des représentants de l'entreprise tentèrent de contacter Thérèse, offrant d'abord des compensations financières significatives pour qu'elle déménage,
puis menaçant à peine voilé de poursuites pour troubles urbains et abri illégal d'animaux sauvages. Thérèse demeura inébranlable. « J'ai assez vécu pour savoir que certaines batailles valent plus que d'autres », dit-elle dans une interview largement partagée. Ceci ne concerne pas seulement des toucans ou un lopin de terre. Il s'agit de décider quel genre de monde nous voulons laisser à ceux qui viennent après nous. Le soutien croissait quotidiennement. Des écoles organisaient des excursions dans la rue de Thérèse afin que les enfants puissent observer les toucans. Des artistes peignaient des fresques avec l'image de la gardienne sur les murs de la ville. Des scientifiques donnaient des conférences sur l'importance écologique du phénomène. Le petit mouvement de quartier s'était transformé en une cause embrassée par toute la ville. Au plus fort de la polémique, quand la pression publique menaçait déjà sérieusement les plans de l'entreprise de construction, Thérèse reçut une visite inattendue. Un homme élégant, avec un costume impeccable et un sourire répété, frappa à sa porte un après-midi. Il se présenta comme Paul Dubois, directeur exécutif de l'entreprise responsable du projet du centre commercial. « Madame Thérèse », commença-t-il, après avoir accepté un petit café servi avec réticence. « Je suis venu personnellement car je crois que nous pouvons parvenir à un accord bénéfique pour tous. Notre entreprise a un fort engagement envers la responsabilité environnementale. » Thérèse l'observa en silence, remarquant comment il évitait de la regarder directement, comment ses doigts tambourinaient nerveusement sur la tasse, comment le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Elle reconnut en lui le même genre de dissimulation qu'elle avait vu chez tant d'autres au cours de sa vie. Des gens qui disaient une chose tout en planifiant une autre complètement différente. « Nous sommes prêts à redessiner le projet », continua-t-il, interprétant le silence de Thérèse comme une négociation. « Nous pourrions préserver une partie du bois, créer un sanctuaire pour les toucans, même nommer une place à l'intérieur du centre commercial en votre honneur. De plus, l'entreprise offre une compensation financière généreuse pour d'éventuels inconvénients. » Thérèse parla finalement, sa voix calme contrastant avec la tension qui remplissait la pièce. « Et combien de temps durerait cet engagement, monsieur Paul? Jusqu'à la prochaine expansion? Jusqu'à la prochaine opportunité? De profit? Ou jusqu'à ma mort, ce qui est probablement ce que vous attendez ?» L'homme s'étouffa avec le café, surpris par la franchise de la dame âgée. Thérèse continua, ses yeux maintenant fixés sur les siens. « Vous savez, en près de 80 ans de vie, j'ai appris à reconnaître quand quelqu'un essaie de me tromper. Vous ne voulez pas d'engagement envers la nature. Vous voulez que moi et les toucans disparaissions pour pouvoir continuer à détruire ce qui reste de vie en ce lieu. » Incapable de maintenir la comédie face à la clarté tranchante de Thérèse, Paul Dubois abandonna le ton conciliant. Madame ne comprend pas les forces auxquelles elle est confrontée. Ce projet représente un investissement de millions. Des emplois seront créés. L'économie locale prospérera. Tout cela à cause de quelques oiseaux et d'une vieille obstinée. Thérèse sourit, un sourire triste qui portait des décennies de sagesse. Les forces que je connais sont plus anciennes et plus puissantes que n'importe quelle entreprise, monsieur Paul. Ce sont les mêmes qui font germer les graines et changer les saisons. Les mêmes qui ont ramené ces toucans quand tout le monde pensait qu'ils avaient disparu à jamais. Monsieur a de l'argent et de l'influence, c'est vrai. Mais nous avons quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. Et qu'est-ce que ce serait ? Demanda-t-il avec un dédain mal dissimulé. Le temps, répondit Thérèse simplement. Le temps est de notre côté. La nature trouve toujours un chemin pour revenir, pour résister. Cela peut prendre du temps, mais elle revient toujours. Je ne vivrai peut-être pas assez longtemps pour voir le jour où tout ce béton que vous construirez sera revendiqué par la vie sauvage. Mais ce jour viendra. Et quant à moi et mes toucans, nous continuerons ici, résistant aussi longtemps que nécessaire. Paul Dubois sortit de la maison à pas furieux, claquant le portail en partant. Thérèse resta sur la véranda, l'observant s'éloigner. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée. En réalité, elle venait juste de commencer. L'entreprise de construction utiliserait toutes les ressources à sa portée. Avocats, politiciens, peut-être même des méthodes moins éthiques. Mais Thérèse n'était plus seule. Cette nuit-là, en observant les toucans revenir sur son toit, Thérèse aperçut parmi eux un qu'elle reconnut immédiatement. Antoine, son premier protégé. Le jeune toucan se posa sur le rebord de sa fenêtre.
exactement comme ce premier jour, mais maintenant comme un adulte fort et en bonne santé. Pendant un moment magique, leurs yeux se rencontrèrent dans une reconnaissance mutuelle qui transcendait les barrières entre espèces. « Nous sommes ensemble dans cette affaire, n'est-ce pas ?» murmura Thérèse. Le toucan inclina légèrement la tête comme pour acquiescer, avant de s'envoler pour rejoindre les autres sur le toit. Les semaines suivantes furent intenses. L'entreprise de construction intenta des actions en justice, alléguant depuis des questions techniques de zonage jusqu'à des préoccupations sanitaires, avec la présence des toucans. En réponse, le mouvement mené par Thérèse obtint une injonction temporaire, empêchant le début des travaux jusqu'à ce que des études environnementales plus complètes soient réalisées. La ville se divisa. Des débats animés occupaient les programmes de radio et de télévision. Les politiciens se positionnaient selon les intérêts électoraux. Au centre de la controverse, Thérèse maintenait sa routine simple, se levant tôt pour observer le départ des toucans à l'aube et attendant anxieusement leur retour au crépuscule. Ce fut pendant cette période d'incertitude qu'un événement inattendu changea définitivement le cours de l'histoire. Un matin, alors qu'elle prenait son café sur la véranda, Thérèse remarqua quelque chose d'inhabituel. Certains des toucans n'étaient pas partis avec le reste de la bande. Ils demeuraient dans le jardin, spécifiquement autour du jaboticaba. Intriguée, elle s'approcha prudemment. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. 3 couples de toucans avaient construit des nids dans les branches les plus hautes de l'arbre. Cela était révolutionnaire. Les toucans nichaient rarement dans les zones urbaines, préférant les forêts denses loin de la présence humaine. Mais là, ils étaient, transformant son humble jardin en pouponnière. Thérèse courut au téléphone et appela Thomas, le jeune biologiste qui était devenu son ami le plus proche pendant la campagne. Il apparut en quelques minutes, accompagné d'autres chercheurs. L'excitation dans le groupe était palpable. « Cela change tout, Madame Thérèse », expliqua Thomas, tandis qu'il photographiait discrètement les nids avec un téléobjectif. « Si nous parvenons à documenter la reproduction réussie de toucans en milieu urbain, spécifiquement en ce lieu, les protections légales deviennent beaucoup plus fortes. La zone pourrait être déclarée d'intérêt écologique spécial. » Une nouvelle vague d'espoir se répandit dans le mouvement. Les nids dans le jardin de Thérèse devinrent le symbole parfait de la résistance. La vie sauvage, ne revenant pas seulement, mais choisissant de rester, de s'enraciner, de littéralement construire un futur ici, défiant le béton et la cupidité immobilière. La nouvelle des nids filtra dans la presse, bien sûr. À ce stade, la gardienne des toucans était déjà une célébrité locale, et chaque nouveau développement dans son histoire recevait une attention immédiate. Les équipes de télévision stationnèrent dans la rue, attendant de capturer des images des toucans. Des photographes de nature voyagèrent d'autres villes. La petite rue du quartier des Lilas n'avait jamais vu autant de mouvement. Au milieu du tourbillon, Thérèse commença à remarquer quelque chose d'étrange. Plus de toucans arrivaient, chaque jour. Pas seulement ceux qui fréquentaient déjà son toit, mais de nouveaux individus venus de loin. La bande, qui avait commencé avec quelques dizaines, comptait maintenant plus de 100 oiseaux. C'était comme s'il se produisait une migration, une convergence intentionnelle. C'est sans précédent, commenta un ornithologue venu de l'étranger spécialement pour étudier le phénomène. C'est presque comme s'ils se rassemblaient, comme s'ils savaient qu'ils devaient être ensemble en ce moment. Thérèse, dans son fort intérieur, avait une théorie différente. Elle croyait qu'Antoine, d'une manière que la science ne pourrait, peut-être pas expliquer, avait convoqué les autres. Que le lien formé entre eux pendant ces 3 semaines de soins avait créé une connexion qui transcendait l'entendement humain. C'était une théorie qu'elle gardait pour elle-même, sachant qu'elle semblerait trop fantaisiste, même pour les plus fervents défenseurs de la cause. Le mouvement croissait, les toucans se multipliaient, et la pression sur l'entreprise de construction augmentait quotidiennement. Alors, quand il semblait que la marée tournait définitivement en faveur de la préservation, vint le coup le plus bas. Un matin, Thérèse fut réveillée par un bruit terrible, le son des tronçonneuses. Elle courut dehors encore, en pyjama, juste pour témoigner d'une scène dévastatrice. Des hommes avec des casques jaunes
et des tronçonneuses commençaient à abattre des arbres en lisière du petit bois. Des camions étaient stationnés à proximité, prêts à transporter le bois coupé. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Thérèse, courant vers les travailleurs. « Il y a une injonction judiciaire. Le projet est suspendu. » Un homme en costume, qui semblait superviser l'opération, s'approcha avec un papier à la main. « L'injonction a été annulée hier soir, madame. Tout est parfaitement légal. Si vous voulez vous plaindre, cherchez le tribunal. » Thérèse sentit ses jambes flageoler. Comment était-ce possible? Il n'avait été informé d'aucune audience, d'aucune décision. C'était une manœuvre sale, exécutée dans l'ombre, probablement le résultat des contacts que l'entreprise de construction maintenait au sein de la justice. En quelques minutes, voisins et sympathisants commencèrent à se rassembler, attirés par le bruit des tronçonneuses et par les cris. Thomas arriva essoufflé, déjà au téléphone avec les avocats du mouvement. Madame Françoise amena son neveu journaliste, qui commença à transmettre la scène en direct. De jeunes activistes formèrent une chaîne humaine entre les tronçonneuses et les arbres encore non coupés. La tension escalada rapidement. La police fut appelée. Quelques arbres avaient déjà été abattus quand les premières voitures de police arrivèrent. Les officiers, clairement mal à l'aise avec la situation, tentaient de médier le conflit. D'un côté, des travailleurs avec un ordre judiciaire apparemment valide. De l'autre, des citoyens indignés et une dame âgée en larmes. Ce fut à ce moment critique que l'impensable se produisit. Le ciel, jusqu'alors clair, s'obscurcit subitement. Non par des nuages, mais par des ailes, des centaines d'entre elles. Les toucans, qui normalement seraient loin à cette heure de la matinée, revinrent en masse, volant en cercles au-dessus de la zone, leurs cris aigus créant une cacophonie qui fit taire les voix humaines. Et alors, dans une scène qui semblerait tirée d'un film fantastique, les toucans commencèrent à descendre, se posant sur les branches des arbres menacés, sur les camions, sur les tronçonneuses elles-mêmes abandonnées au sol par les travailleurs, stupéfaits. D'autres se posèrent sur les épaules et les têtes des manifestants, comme s'ils choisissaient clairement un camp dans le conflit. « Mon Dieu !» murmura le neveu journaliste de Madame Françoise, sans cesser de filmer. « Ceci passe. » En direct pour tout le pays, Thérèse, au milieu du chaos, aperçut Antoine. Le toucan s'était posé sur le toit d'une des voitures de police et la fixait directement, comme s'il transmettait un message silencieux. Et peut-être que c'était exactement ce qui se passait, car Thérèse sentit une certitude soudaine la remplir, une compréhension claire de ce qu'elle devait faire. D'un pas décidé, Thérèse marcha jusqu'au centre de la confusion, où le superviseur de l'entreprise de construction discutait vivement avec les policiers et les activistes. Sa présence, d'une manière ou d'une autre, créa une poche de silence au milieu du chaos. « Monsieur », dit-elle, s'adressant à l'homme en costume, sa voix acquérant une autorité qui surprit tout le monde. « Monsieur peut avoir ses papiers et ses ordres judiciaires. Il peut avoir son argent et ses contacts puissants. Mais nous… » Et ici, elle gesticula largement, incluant non seulement les humains présents, mais aussi les toucans. Nous avons quelque chose de beaucoup plus ancien et sacré à nos côtés. Regardez autour de vous. L'homme regarda, clairement perturbé par la présence massive des oiseaux et par l'attention médiatique que la scène recevait. Les photos et vidéos des toucans protégeant littéralement les arbres aux côtés des humains devenaient déjà virales sur les réseaux sociaux. « Vous n'avez toujours pas compris ce qui se passe ici ?» continua Thérèse. Ceci n'est plus à propos d'un centre commercial ou à propos de profit, ou même à propos de lois écrites par les hommes. Il s'agit de retrouver notre humanité, notre vraie place dans ce monde. Un toucan. Thérèse reconnut Antoine, s'envola du toit de la voiture de police et se posa sur son épaule, comme pour souligner ces mots. L'image de la dame âgée, fragile avec le majestueux toucan sur son épaule, tous deux faisant face aux tronçonneuses, fut capturée par des dizaines de caméras. En quelques secondes, elle devint le symbole définitif de la résistance. Le superviseur de l'entreprise de construction, percevant la défaite dévastatrice dans l'opinion publique qui se matérialisait devant ses yeux, fit un geste aux travailleurs. « Arrêtez tout, nous partons !» La foule explosa en applaudissements et en cris de joie. Les toucans, comme pour répondre,
remplirent l'air de leurs cris caractéristiques, créant une symphonie sauvage qui résonna dans tout le quartier. Thérèse demeura immobile au centre de tout, les larmes coulant librement sur son visage ridé, le poids réconfortant d'Antoine sur son épaule lui rappelant comment tout avait commencé, avec une rencontre improbable entre une dame âgée, solitaire et un toucan blessé. Dans les semaines qui suivirent, la victoire se consolida en termes pratiques. L'entreprise de construction, faisant face à une avalanche de critiques et même de boycotts de consommateurs, annonça officiellement l'abandon du projet. Le petit bois fut déclaré zone protégée. Des scientifiques et des chercheurs établirent un centre de recherche sur la réintroduction d'espèces natives en milieux urbains, utilisant le phénomène des toucans de Thérèse comme cas modèle. Thérèse, maintenant connue nationalement comme la gardienne des toucans, reçut des hommages, des invitations à des conférences et même des propositions de livres sur son histoire. Elle refusa la plupart, préférant la simplicité de sa routine. Se lever tôt, observer les toucans, prendre soin de son jardin. Le seul changement significatif qu'elle accepta fut la transformation de sa maison en un point officiel d'observation d'oiseaux, avec une petite partie du jardin adaptée pour recevoir visiteurs et étudiants. Par un après-midi tranquille, environ 1 an après le début de toute la saga, Thérèse était assise sur sa véranda quand Thomas, le jeune biologiste, vint lui rendre visite avec des nouvelles excitantes. « Les jeunes oiseaux sont sur le point de quitter les nids », raconta-t-il, enthousiaste. « La première génération de toucans naît ici au quartier des Lilas. Et il y a plus, nous avons identifié des toucans d'ici s'établissant dans d'autres quartiers de la ville. Une expansion naturelle est en cours. » Thérèse sourit, satisfaite. La nature trouve toujours un chemin, n'est-ce pas? Du moment qu'on lui donne une chance. Thomas hésita, avant de poser une question qui l'intriguait depuis des mois. « Madame Thérèse, j'ai toujours voulu savoir. Comment tout cela a vraiment commencé? Les toucans sont-ils simplement apparus un jour sur votre toit? Ou y a-t-il eu quelque chose de plus ?» Thérèse regarda le jeune scientifique, puis le ciel où quelques toucans effectuaient leur vol vespéral, et finalement le Jaboticaba où tout avait commencé. Elle pensa à Antoine, aux liens inexplicables qu'ils avaient formés, au mystère que ni la science ni la raison ne pourraient complètement élucider. « Certaines histoires sont comme des graines, Thomas, » répondit-elle finalement. « Elles ont besoin de temps enterré dans l'obscurité avant de germer à la lumière du soleil. Peut-être qu'un jour je raconterai cette histoire complète. Pour l'instant, contentons-nous d'apprécier les fruits qu'elle a produits. » Dans le ciel, un toucan particulièrement vibrant volait en cercle au-dessus de la maison bleu-ciel, comme s'il gardait ce petit morceau de monde où l'espoir avait renaissé. Antoine, l'improbable messager qui avait connecté des mondes qui semblaient irrémédiablement séparés, l'humain et le sauvage, le passé et le futur, la destruction et la régénération. Et en dessous, observant avec des yeux qui avaient vu près de 8 décennies de transformation, Thérèse souriait. Elle, qui pensait avoir peu de temps restant quand tout commença, se sentait maintenant renouvelée par la certitude que certaines histoires continuent bien au-delà des limites d'une seule vie. La sienne et celle des toucans s'étaient entrelacées pour toujours, comme les branches d'un même arbre, poussant ensemble vers le ciel. Que feriez-vous si vous trouviez un monde complètement différent en ouvrant votre fenêtre? Thérèse découvrit que, parfois, les plus grands actes de courage commencent par les gestes les plus simples de compassion, et qu'il n'est jamais trop tard pour devenir un gardien de la vie. Même quand on a presque 80, et qu'on pense avoir déjà vu tout ce que le monde avait à offrir. Car la vérité la plus profonde, que Thérèse apprit dans son improbable voyage, est que la nature n'abandonne jamais, même quand nous l'abandonnons. Il suffit d'un seul acte de connexion véritable pour rallumer l'alliance ancienne entre les humains et le monde sauvage. Une alliance qui, comme Thérèse et ses toucans l'ont prouvé, a le pouvoir de transformer non seulement un quartier, mais des cœurs, des esprits et, éventuellement, l'avenir de nous tous.